Oui, Michel Aubry, il a vécu une vie difficile et surtout familiale avec sa première femme. Hein. Bon, elle avait des problèmes psychologiques, sa première femme. Je ne l'ai pas connue. J'ai connu sa deuxième femme. Et les filles, les pauvres, la mère était certainement dépassée par les événements et les enfermait sur le balcon en plein hiver, dans le froid, pour avoir la paix. Il me l'a raconté, Saint-Michel. C'est dur, c'est très dur. Et il m'a dit, Patrick, ne te marie pas et n'aie pas d'enfant. Et tu seras tranquille. Bon, moi j'écoutais cette phrase, ça m'avait impressionné, ça a résonné en moi hein, quand même, hein, parce que j'avais un parcours, un milieu familial en péril. Je comprenais tout à fait. Hein. J'ai pas envie de raconter ma vie. Hein. C'est de l'intime. Il y en aurait trop à dire. Hein. Et puis ça serait pas joli joli. Hein. Non, je ne peux pas le sortir ça. Non, non, je le dirai pas. Et Michel, il en a eu assez aussi de hier. Je reprends le fil. Hein, il a vendu. Et il a décidé de partir sur Paris et à Neuilly, carrément. Oui, parce qu'il fallait trouver un lieu pour reprendre un studio de photographie dans un lieu où il y avait une clientèle qui avait les moyens. Il avait tout misé là-dessus. Il s'est dit, bon, on va voir, on va essayer. J'étais passé le voir. Bon, c'était tout petit, hein, parce que Neuilly, c'est cher. Hein. C'est pas fait pour toutes les bourses. Hein. Et lui, il avait un peu de moyens, mais pas tant que ça. Et là, il a fait son petit studio. Et là, à ce moment-là, il était passé par la restauration de tableaux. Je sais pas, il fréquentait les salles des ventes. Bah, comme moi, hein, j'ai toujours fréquenté les salles des ventes, hein, avec Michel Stade. Hein. Mais ça, j'y reviendrai, les salles des ventes. Hein. Je vais faire une capsule là, rien que là-dessus. Et ça va pas être triste. Hein. Ça va piquer les oreilles. Hein. Mais pas de problème. Hein. Vous mettez le petit doigt dans l'oreille, vous remuez un peu, et après, ça passe tout seul. J'ai donné l'expérience, hein, et ça marche. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. Et alors, eh ben, c'était intéressant. Je dis, ouais, c'est pas mal. Il récupérait des croûtes, là, à droite et à gauche, pas cher, à Drouot, et puis il les retapait, quoi. Bon, c'était pas mal, hein. Moi aussi, je voulais faire de la restauration de tableaux à l'époque. René Lanfort elle m'avait filé une adresse de Renato Vazzalo à Montparnasse, et j'étais allé le voir. Je voulais faire de la restauration. J'avais étudié ça, j'avais acheté des livres et tout. Je m'étais un peu entraîné. Et d'ailleurs, j'en ai fait après, de la restauration. Mais pour moi, pas pour les autres. Pour restaurer mes acquisitions, mon courtage, parce que j'ai fait du courtage aussi en œuvre d'art. Eh oui, obligé pour manger. Quand on n'arrive pas à vendre sa peinture, on prend celle des autres. Et on se trouve un client. C'est ce qu'a fait Paul Gauguin. Les gens, ils ne le savent pas parce qu'ils ne lisent pas, ils ne regardent rien. Mais lui, quand il était banquier et courtier, il avait le nez, il avait le flair. Hein. Et il commençait à acheter des œuvres qui étaient de qualité, de valeur. Il savait qu'elles seraient pérennes, ces valeurs. Et d'ailleurs, il a accumulé au début toute une école de Barbizon, des Corot, des Daubigny, des Millet, et même des Courbet. Et après, quand il était dans le dur, quand il a quitté son travail de courtier de banquier, et que sa femme, elle a divorcé, la danoise, elle s'est barrée avec ses gosses. Je connais l'histoire, je l'ai lu, moi. Ça aide énormément, d'ailleurs, de lire les biographies des gens qui ont morflé. C'est mieux que tous ces romans à l'eau de rose, là, qui encombrent les cimaises, là, hein. Les FNAC et tout ça. Cette engeance, là. Ces gens, là. C'est que des nombrils. Ils ont des embouligues, comme des citrouilles, comme dirait Mu. Ouais, ouais. L'orgueil. Le melon. Eh oui.
Eh bien, celle-là, quand Gauguin était dans le dur, eh bien, il les a vendus les uns après les autres, avec bénéfice, avec plus-value, parce que le temps était passé, ça avait monté, la cote, toujours l'éternelle cote. Ça l'a aidé à tenir. Voilà. Bon, alors l'Aubry, il avait fait un peu de restauration, c'était pas mal. Et il m'a dit, ah ben si tu veux, monte-moi des tableaux à toi. J'essaierai de les vendre. Il y a des gens ici qui passent, qui ont l'air un peu plus éveillés que dans le sud. Parce qu'en bas, oh là là, les Hugolins, il y en a partout, hein. Eh ouais, moi aussi je peux parler avec l'accent de Marseille, hein, provençal, là, comme ça, comme tous ces cons là. Eh ouais, non, non, ça m'intéresse pas, ça, je m'en fous de ça, moi. C'est du folklore, ça. Eh ouais, non, non, l'accent, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Il est dedans. Et de temps en temps, ça sort. Mais pas forcément par la voix. Eh oui, on est bien un pays, non? On est bien né quelque part. Et ça reste gravé, même si on voyage beaucoup. Eh, voilà, c'est tout. Bon, j'ai laissé une dizaine de tableaux de l'époque parisienne, très durs, que connaît Robert Vitton d'ailleurs, qui l'a vu. Bon, il n'a rien vendu. Après, il est redescendu. Ça n'a pas marché, Neuilly. C'était trop huppé. Ben oui, il a bâché l'un du marin. On s'est perdu de vue, hein. Je crois qu'il a rejoint Colobrières. Il avait une maison qu'il avait construite avec son fils. Une très belle maison, enfin modeste, mais bien, bien construite, par eux-mêmes. Il savait tout faire, ce gars-là. C'est incroyable. Il a appris à son fils à construire. Tout seul, tous les deux, tous les week-ends. Il avait acheté un terrain à Colobrières, enfoncé dans les forêts de châtaigneraies. C'était non constructible. C'était constructible, pardon, à l'époque. Et là, maintenant, c'est devenu non constructible. C'est terminé. On ne peut plus construire à Colobrières, c'est préservé. Eh, c'est beau. Voilà. Et là, il repose. Je ne sais pas s'il est encore vivant, je n'en sais rien. J'ai plus de contacts, j'ai perdu tous ces contacts, forcément. Mais sa fille, Valérie, dont j'avais fait des portraits photographiques qui m'avaient servi à faire les expositions avec Robert Vitton. J'avais collé les poèmes de Robert dessous. Ils sont en ligne. Bon, elle est venue à Toulon. J'habitais dans une mansarde avec Lucille. C'était notre premier petit appartement. Le même style que Bron, hein. Ah oui, forcément. On n'a pas tous les moyens, hein. Bon, voilà. 8 étages, hein. Sans ascenseur. Décidément, hein. Il faut avoir des jambes, hein. Eh oui, on est taillé pour les hauteurs, nous, hein. Ouais. Ils sont taillés pour la cave. Bon, c'est autre chose. Elle a tapé à la porte. Ah, j'étais surpris de la voir. Bon, elle n'a pas changé, hein. Et bon, on voyait que ça n'avait pas été facile, hein. Ça traîne, ça, hein. On a beau grandir, hein. Le visage, les traits, le regard, hein. Bon, m'a fait un peu de la peine, hein, parce que moi, j'ai morflé aussi, hein, à droite et à gauche. Mais bon, moi, j'ai une résilience. Avant de me tuer, moi, ça va être dur, je vous le dis, hein. Ouais. Et elle m'a remis un paquet de tableaux. Elle m'a dit, ah, je m'excuse, Patrick, mon père, il a perdu un carton de tableaux. Bon, ben, décidément, hein. Je sème comme le petit poussé, hein. Entre Miami et puis Neuilly, c'est incroyable, quoi. Tout se perd. Hein, j'ai fait un salon de l'érotisme à Paris avec la sœur de Bertrand Capet, qui était un peu branchée là-dessus. Bon, son problème. Je lui ai prêté 5 tableaux érotiques, très durs, à la Georges Grotte, attention, hein. C'était pas la petite sérénade. Bon, mais l'exposé au salon. Je sais plus en quelle année, c'est loin. Peut-être 88, je crois. Euh, Elle a rien vendu. Mais pendant qu'elle rangeait en fin de stand, en fin de salon, les tableaux qu'elle avait amenés, eh ben, il y a un mec
Il a pris un de mes tableaux, il s'est barré avec. Et voilà. Et après, je t'ai excusé à la galerie. Oh, Patrick, il en manque un parce qu'on se l'est fait voler. Ah, je m'excuse, hein. Ben ouais, le gars, il est pas con, hein. Il a vu, hein. Ouais, c'est toujours comme ça, hein. C'est terrible, hein. Ouais. Eh ben, vous croyez qu'elle me l'a remboursé? Eh ben, rien, que dalle. Ah ben, je verrai avec l'assurance. Pfff, tu parles. Ça, c'est comme une autre, là. Tiens, je la fous dedans parce qu'ils m'énervent tous. Anne Kochenec, de Bretagne, Dinard. On l'a rencontré, c'était Lucille. Elle avait un prof je sais plus, français, je sais plus ce qu'il était comme prof. Il s'appelait ouais, Kochenec. Et elle avait connu au lycée. Et puis je sais pas comment on l'a retrouvée. Elle a discuté avec lui, peut-être dans la rue. Elle dit, ah ben ma soeur, elle a une galerie de peinture à Dinard. Et comme ton mari, enfin on n'était pas mariés encore, comme Patrick, il peint, bon ben peut-être ça peut l'intéresser, hein, tout ça. Hein. Bon, il est venu avec elle. Elle est descendue de Bretagne. Alors elle, c'était la bourgeoisie de là-haut, hein, attention. Hein. Elle avait un manoir hein, en granit, hein, du 15e siècle. Hein. Attention, hein. Son mari, il était directeur du musée local. Et elle avait ouvert une galerie au rez-de-chaussée, une très belle demeure, que je n'ai jamais pu visiter d'ailleurs. J'ai jamais eu les moyens de me déplacer. J'avais pas les moyens. J'étais dans le trou, dans le gouffre, à cette époque-là. Et elle était venue à l'atelier. Elle m'avait pris, elle dit, oh là là, ah ben tu vois, on dit toujours la province, Paris, mais à la province, il y a des choses bien quand même. Eh oui, il y a des choses bien en province. Ouais, mais moi, je suis pas un provincial, hein. J'ai pas de patrie. Je vais où le vent me porte. En Haïti, je suis devenu haïtien. J'y serais resté. C'était fini la France, hein. Pour différentes raisons de sécurité, j'ai pas pu y rester. Mais sinon, j'y serais là-bas. Terminé la France. Bon, c'est comme ça. Eh bien, elle a pris des tableaux, des grands, des petits. Elle a exposé là-bas, une expo collective, hein, pas personnelle. Hein. C'est toujours des expos collectives. C'est terrible. Ça. Ils prennent jamais de risques, ces gens. Hein. Et tenez-vous bien, elle m'a vendu des tableaux. Bien. L'année suivante, je téléphone. Et est-ce que ça serait possible de me faire une exposition personnelle? Elle m'a répondu, oh, ben j'avais promis à un autre peintre de l'exposer. Oh, ben peut-être la prochaine fois. Ah ben voilà, encore la queue de la comète, quoi. C'est incroyable, ces gens. Hein. Ils ont le cul planté bien dans leur château, et puis toi, ils savent hein, que tu as, des problèmes. Hein. Ils le savent que tu luttes. Et puis la qualité, elle est là, ils le savent. Hein. Ils se sont goinfrés. Hein. Je sais pas comment ils ont pris sur mon dos. Hein. 60-70%, j'en sais rien. Hein. Sur les prix, j'étais pas là-bas pour voir. Hein. Parce que des fois, ils affichent des prix. Et puis, vous voyez qu'il y a 30% de plus que la normale, que les 50% prévus. Et puis, quand vous leur dites, oh, c'est le même prix. Vous savez ce qu'ils vous répondent? Ah, ben, je monte un peu le prix parce que les gens, ils demandent toujours un petit prix. Alors, je baisse. Mais alors, pourquoi tu ne me baisses pas sur ta marge? Puisque tu es dans tes murs, tu es chez toi. Eh ben voilà. Voilà le marché de l'art. Vous avez compris maintenant? Alors, si vous voulez partir là-dedans, méfiez-vous. Hein. Voilà. Et après, bah, on s'est plus vu. Hein. C'était terminé. Hein. J'ai plus contacté. Hein. Voilà. Je ne dirai pas plus cette personne, parce qu'après. Bon. De toute façon, tous ces gens, des fois que je nomme, qui sont liés à l'art, ils m'écouteront pas. Hein. Ils cherchent rien, ces gens. Ils sont contents d'eux. Même les peintres, là, hein, que je vais évoquer un peu plus tard. C'est des nombrils, là. C'est des embouliques, hein. Des citrouilles. Pff, ces gens-là, ils regardent jamais les autres. Ils regardent leur caca.
Je fais mon caca et je l'aime, mon caca, c'est ça. Ah ouais. Allez, hein, ça sera pour une autre vidéo.